est ton métier? Je suis réflexologue. Ah, ça tombe bien. Nous sommes passés dans le coin et en fait nous avons une question de Audrey qui a 17 ans qui nous pose la question: qu'est-ce que la réflexologie? La Vaste sujet. Tout à fait. On englobe dans la réflexologie, réflexologie plantaire, réflexologie taille, shiatsu. Plantaire? Oui, les pieds. Ah, les pieds, les mains. Palmaire. D'accord. On a shiatsu et massage taille traditionnel, qui englobe ce qu'on appelle réflexologie. C'est le travail sur les méridiens pour certaines cultures et sur les canaux énergétiques pour d'autres. Alors, Audrey, elle est novice, d'accord? Elle nous dit qu'est-ce que c'est que la réflexologie. Tu nous parles de méridien. C'est quoi un méridien? Les méridiens, c'est tous les canaux énergétiques qui circulent dans notre corps. D'accord. Et on travaille dessus en stimulant avec des points de pression sur chaque méridien. À savoir que les méridiens sont liés aussi aux émotions. C'est pour ça quand on fait ce genre de massage, on arrive à dire aux gens quels sont leurs soucis, quelles sont les difficultés qu'ils ont traversées. Alors, moi je suis basique, un canal peut être bouché. Bouché ou difficulté de circulation d'énergie. D'accord. Ah, tout est basé sur la circulation d'énergie dans le corps. D'accord. Donc un méridien, c'est un canal d'énergie. Un canal énergétique qui est lié à une émotion et qui est lié aussi à des organes. Vésicule biliaire, rate, pancréas, foie. Donc en allant plus loin, tu es un soigneur, on peut dire ou pas? Je ne dirais pas ça, on n'a pas le droit. Voilà, c'est un problème de droit, mais en fait, on aide les gens à évacuer aller mieux. D'accord. Évacuer certaines émotions. On peut soigner une maladie? Soigner une maladie, non, mais en complément avec le médecin, soulager et emmener les gens vers un mieux, quoi. Est-ce qu'il existe plusieurs types de réflexologie? Il y a la réflexologie taille, il y a le shiatsu, il y a la réflexologie plantaire, ça fait partie de la réflexologie. Le shiatsu fait partie de la réflexologie? Tout à fait. D'accord. Et alors, on va choisir une méthode par rapport à un problème, entre guillemets, de la patiente? Pas spécialement par rapport à un problème, mais par rapport à l'âge, par rapport à l'attente de la personne. Si c'est des jeunes, je vais conseiller peut-être plus de la réflexologie taille parce qu'il y a beaucoup d'étirements, beaucoup de manipulation du corps. Si c'est une personne d'un certain âge, je vais rester sur le shiatsu où là on travaille vraiment beaucoup les points, 366 points. Et bon, pour aider la personne à aller mieux. D'accord. Et comment tu fais pour choisir les mains ou les pieds? Ou le reste du corps, ça se passe comment? Comment tu décides de choisir l'endroit où tu vas traiter, où tu vas te concentrer? Quand on fait un shiatsu ou une réflexologie, on travaille sur tous les points, sur tous les méridiens. Donc sur tout le corps? Voilà, on passe en revue tout le corps. Donc le corps, les mains et les pieds? Oui, tout. Ah, d'accord. Très bien. Sauf si la personne vient pour une réflexologie plantaire où on va travailler que sur les pieds. Et alors, si la fille est chatouilleuse, on fait comment? Si elle est chatouilleuse, on peut travailler sur les mains. Ah. Éventuellement. Vous voyez les filles, on n'est pas obligé de toucher les pieds. Les pieds plus liés aux organes directement. C'est-à-dire sous les pieds, on arrive à aider les gens à digérer plus facilement. Ah mais sous les pieds, si t'es chatouilleuse, c'est pas la peine. D'accord. C'est même pas la peine. En ce moment, on travaille sur tout le corps. Bonjour les filles, bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Pierre, tu es un professionnel du bio. Oui. Nous avons Elisa, bonjour Elisa, qui a 19 ans, qui nous pose la question: qu'est-ce que le commerce équitable? C'est une vaste question. Le commerce équitable est en fin de compte une charte qui est passée entre des producteurs et des acheteurs pour pouvoir acheter les produits au prix de la production. En aucun cas du bio. Ah non, ça c'est deux choses qui sont différentes. D'accord. C'est deux choses complètement différentes. D'accord. Par contre, il y a une charte qu'il faut respecter et ce qui permet en fin de compte aux producteurs de pouvoir vivre de sa production, vivre dans des conditions décentes, à des horaires décents et avoir un respect de la personne. Donc c'est des choses qui paraissent plus ou moins évidentes ici, mais qui ne le sont malheureusement pas partout dans le monde. Et c'est un phénomène nouveau, ce commerce équitable? Le commerce équitable a 10-15 ans à peu près. On peut acheter des produits qui sont à la base des produits qui sont faits en quantité et qui sont faits dans des conditions qui ne sont pas obligatoirement très très bonnes. C'est-à-dire du riz, c'est-à-dire des oranges, du café, du chocolat, fruits et des légumes. Des produits qui sont faits à très grande quantité et qui ont été dérivés entre guillemets par la grande distribution pour acheter au plus bas prix tous ces produits en quantité. Ce phénomène est né pour aider les producteurs tout à, fait. À vendre leur production? Tout à fait, mais n'est pas obligatoirement gage de qualité du produit. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Il n'y a pas une charte d'obligation leur part? La charte d'obligation n'est pas sur la qualité du produit, mais de la manière dont c'est récolté et dont la personne peut en vivre.
C'est la charte de base du commerce équitable. Donc essentiellement fruits et légumes. Fruits et légumes, non, les plus gros c'est le café et le chocolat. C'est vraiment les deux pôles du commerce équitable. Si je résume, Pierre, bio, écolo, équitable, ça n'a rien à voir. Le commerce équitable est encore une démarche complètement différente des deux autres. Il n'entraîne pas obligatoirement le fait d'être écologique et pas en bio obligatoirement. Salut Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Ensemble, on répond à la question de Sandrine. Elle a 37 ans et elle a toujours mal au dos. Elle aimerait savoir si tu avais des petites astuces à lui donner. Alors, donc le mal au dos, effectivement, c'est un problème peut-être de placement. Donc, j'inviterai en fait cette personne à pouvoir faire des exercices de stretching pour commencer, de manière à assouplir au niveau de sa colonne vertébrale. Ouais. Et ça va vraiment la soulager déjà dans un premier temps. Et pourquoi pas non plus faire des exercices d'abdominaux, de manière à travailler toute la ceinture vraiment abdominale, parce qu'il faut savoir que cette ceinture, elle part donc de l'avant et elle s'insère vraiment ici derrière au niveau donc du dos. Et j'imagine que si on n'a pas d'abdominaux, on Justement, va forcer sur le dos. Voilà, on a tendance donc à avoir plus sur une lordose. Donc, et ça va travailler trop sur les lombaires. Donc justement, travailler les abdos, le fameux exercice également de gainage, qui lui va être vraiment complet. En serrant et en rentrant les abdos, vous avez donc deux muscles qui s'appellent les transverses. Et c'est eux qui vont aspirer et absorber de manière vraiment à renforcer au niveau du ventre. Et du coup, là, vous avez vraiment la capsule qui se remet vraiment bien. En place. Voilà, et du coup, vous avez le dos quand même qui est beaucoup plus droit. Est-ce que tu peux nous donner un exercice phare là, celui Oui, qui marche bien le sûr. mieux? Alors, si vous êtes vraiment donc en position, en stature de verticale, donc d'avoir le menton donc posé ici sur le sternum et vous enroulez donc tout doucement de manière vraiment à étirer toute la colonne vertébrale. Vous descendez donc au maximum de votre capacité, de votre souplesse et vous me refaites le mouvement à l'inverse. Vous remontez donc par la colonne vertébrale pour vous retrouver vraiment en stature verticale. Donc ça va vous permettre de pouvoir stretcher votre colonne vertébrale et d'assouplir votre dos. Ouais. Ou sinon même au sol, allongé sur le dos. Vous ramenez tout simplement les deux genoux sur la poitrine et vous restez vraiment en boule sur vous-même. Ça vous permet également de tirer le bas du dos. En position du fœtus. Voilà, tout à fait. Tu nous as parlé d'exercices pour renforcer les abdominaux, pour soulager le dos. Oui, alors il faut savoir que les abdominaux, donc c'est une ceinture abdominale. Ça part vraiment d'ici vers l'avant et vous êtes ceinturé jusqu'au dos. Donc le fait de faire la fameuse planche, ça va vous permettre vraiment de renforcer toute cette capsule. Donc l'exercice, ce sera le gainage, la planche en appui. Voilà, sur les pointes de pied et sur les coudes. Donc on appuie sur les coudes et sur les pointes de pied, on fait la planche en statique. Voilà. Combien de temps? Vous pouvez rester 30 secondes. Très bien. Et vous relâchez 30 secondes, vous renouvelez cette opération 4 fois. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, tu es barman, spécialiste en vin. C'est exact. Tu as une question aujourd'hui de Léa, elle a 18 ans et elle aimerait connaître la différence entre les amuse-bouches et les tapas. Ok. Bon, c'est tout simple. Le tapas, ça vient d'origine espagnole. Ouais. Donc c'est un peu comme nous dans le sud de la France, c'est comme la kémia. Kémia ? La kémia. C'est des petits assortiments, c'est vraiment pour grignoter lors de l'apéro et de manger très varié. Il peut y avoir des moules au vinaigre, il peut y avoir du poulpe, on peut faire du fromage au cumin. Enfin, on les grignote vraiment à l'heure de l'apéro, ce qui est 20h jusqu'à minuit, on mange des tapas, on boit un petit coup et après, à partir de minuit, en Espagne, on mange. C'est ça. On grignote du tapas toute la journée. Ça, c'est toute la l'Espagne. soirée. Et ça s'est démocratisé en France? Oui, parce que c'est vraiment nous, enfin, dans le sud de la France, on aime bien faire l'apéritif, donc on remplace souvent la kémia ou un repas par des petits tapas variés. Ouais. Ça permet de goûter à beaucoup de choses en grignotant, mais ça suffit amplement pour manger. Quels sont les tapas qui sont en vogue en ce moment? Tout dépend, il peut y avoir des petites boulettes de viande, comme il peut y avoir un tapas avec des petites tartines de tomates frottées à l'ail. C'est très varié selon les goûts. On peut tout faire, on peut partir du légume, au crustacé, au poisson, à la viande. C'est très varié, c'est des mini-repas en fait. C'est ce qui permet d'être convivial et de manger plusieurs petits plats entre amis. Les amuse-bouches, c'est des mini-plats qu'on essaye de mettre en avant pour faire un accord aussi avec nos vins français. Et alors les amuse-bouches, c'est plus élaboré, c'est plus... C'est plus recherché. C'est vraiment gastronomie, c'est de la finesse, une petite recherche
c'est plus fin. On va dire. Donc il y a la verrine, il y a quoi? Il y a les feuilletés. Il peut y avoir la verrine, il peut y avoir juste des cuillères, il peut y avoir juste des crèmes. Vraiment, l'amuse-bouche reste une petite dégustation avant de se mettre. Amuse-bouche, justement, c'est se mettre en bouche. Des fois, c'est l'accueil. On vous accueille avec une petite verrine, un petit amuse-bouche, à l'heure de l'apéritif. Alors que le tapas, c'est vraiment. On mange. On mange. Bonjour les filles, bonjour William. Bonjour. William, tu es coiffeur Tout à fait. national. National. Comment est-ce qu'on devient une bête de la coiffure? Tout simplement comme tout le monde, en commençant par un CAP et un BP. Très bien. Et puis Une filière classique. une filière classique. CAP, BP, La chance de tomber sur un employeur qui était bien placé au niveau des concours, d'accord, qui a été... qui était champion de France. Ah, on peut le dire. Tout à Champion fait. de France en quoi? Alors en coupe, ça se passe comment? Lui, c'était en coupe. Ça m'a permis d'intégrer ce groupe et de faire partie des meilleurs espoirs français. À l'époque, j'étais le plus jeune. Et ce qui m'a ouvert des portes, puisque après je suis parti sur Paris, j'ai fait la tournée années 60 avec Nancy Holloway et Monica, la chanteuse des Sœurs. Ah, c'est sympa. À 20 ans, je me suis installé à mon propre compte, donc en Normandie. Très Et bien. de là, j'ai eu des opportunités pour commencer Star Academy et toutes ces choses-là. Et est-ce qu'il faut préparer un book, Non, pas du tout. comme dans le mannequinat? Non, pas du tout. Non. L'essentiel, c'est, je dirais, le côté humain et la discrétion. Moi, je peux vous L'humilité. Tout à fait. J'ai des photos d'artistes, des scènes, des vidéos, mais je n'ai aucun autographe. J'ai jamais voulu déranger ces gens-là. Ouais, t'as jamais Et en osé. restant simple, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup de portes. Et un concours international, ça se prépare comment? Psychologiquement, physiquement? C'est comme le sport? Il y a un régime à faire, un vidage de tête, une préparation, j'imagine un entraînement. Comment ça se passe? De l'entraînement régulièrement. Moi, j'ai vu même travailler des soirs jusqu'à 23 heures sur les entraînements. Voilà, c'est ça. J'ai pu aussi aller chez L'Oréal travailler un petit peu sur Paris, mais j'ai travaillé aussi pour d'autres grandes marques. La partie concours, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le commercial. C'est vraiment des coiffures structurées, mais Ah oui. hyper structurées. Voire à Beaucoup l'époque plus très classique. sophistiqué? Complètement, C'est ça? complètement. Bah oui, bon, les concours, Ce qui se voit de moins en moins aujourd'hui. c'est dommage. On a perdu certaines choses. Ouais. Alors, tu dis ça se voit plus dans la vie de tous les jours? Dans la vie de ou tous les jours. dans les... Oui, d'accord. Dans la vie de tous les jours. Mais Non. en même temps, femme pressée, on n'a plus le temps de se coiffer. Peut-être que ça vient de ça aussi, non? Je pense que c'est un bien. Ou peut-être que les coiffeurs ne nous poussent plus à avoir des coiffures hyper sophistiquées. Aujourd'hui, vous savez, la femme, ça doit être rapide, donc c'est de lui trouver une bonne coupe qu'elle va pouvoir reproduire tous les jours au naturel. C'est ça. Et ça, c'est la première des choses. Je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds et ce que j'allais faire de mon avenir. Et au final, voilà, c'est ce qui m'a vraiment plu et c'est là où je me suis battu et je me suis donné les premières années. Je crois que le plus important pour les jeunes au jour d'aujourd'hui, le départ est très très important. C'est le conseil que tu peux donner aujourd'hui à Chloé qui a 23 ans et qui nous dit « Je voudrais devenir une coiffeuse professionnelle ». Chloé, moi je lui donne un conseil, c'est d'être d'abord très motivée, d'être très consciencieuse et à partir de là, je pense que ouais, elle pourra aller loin.